C'était la première fois que la paix semblait si proche entre Israéliens et Palestiniens. Et c'était peut-être la dernière. Une poignée de main historique, Isaac Rabin, Premier ministre israélien, et Yasser Arafat, chef de l'OLP. Deux anciens ennemis qui décident enfin de parler de paix. Ils signent les accords d'Oslo en 1993, prévoyant un processus d'autonomie pour les Palestiniens et le retrait progressif de l'armée israélienne des zones de Gaza et de Cisjordanie, alors occupées illégalement depuis plus de 30 ans. Malgré les espoirs de paix, les extrémistes des deux camps refusent la réconciliation. En Israël, une partie de la population rejette les accords d'Oslo, convaincue que cette terre doit appartenir aux Juifs par le droit divin et qu'il ne faut pas céder un seul millimètre de terre aux Arabes. Et côté palestinien, beaucoup estiment qu'Israël ne respecte pas ses promesses. Et le 25 février 1994, tout s'effondre. Un juif extrémiste, Baruch Goldstein, entre dans la mosquée d'Ibrahim à Hébron pendant la prière du Ramadan. Il ouvre le feu avec un fusil automatique. 29 fidèles sont massacrés. En représailles, le Hamas, qui dénonçait déjà Oslo comme une trahison, lance 3 attentats suicides contre des bus israéliens. 36 morts, la confiance se brise entre Arabes et Juifs et la paix s'éloigne. Et le coup de grâce arrive le 4 novembre 1995. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין, אשר נרצח בידי מתנקש הערב בתל אביב. Le premier ministre israélien, Isaac Rabin, est assassiné par Yigal Amir, un jeune sioniste extrémiste de 25 ans qui avait pour seul objectif de faire saboter la paix. Comme pour des milliers d'Israéliens extrémistes, reconnaître la Palestine était le pire des crimes. Yigal Amir fut condamné à la prison à vie, mais 30 ans plus tard, il est toujours adulé par une frange de la population. Il reçoit des lettres d'admiratrices, il s'est marié en prison et a même eu un fils derrière les barreaux. Son visage est fièrement affiché sur les murs des quartiers juifs orthodoxes et le jeune homme apparaît souvent le sourire aux lèvres lors de ses sorties médiatiques. Drôle de justice. Yitzhak Rabin nous a quitté le cœur brisé, a confié son épouse. Et son successeur n'est autre qu'un certain Benjamin Netanyahou en 1996. Il était alors pourtant suspecté d'être mêlé au meurtre de son prédécesseur, Isaac Rabin, mais étrangement, la commission d'enquête n'a pas été autorisée à examiner le rôle de Benjamin Netanyahou et d'une poignée de rabbins sionistes extrémistes pour incitation au meurtre d'Isaac Rabin. Un scandale éclate grâce à un lanceur d'alerte, Yoel Ben-Nun, également rabbin. Il révèle que les autorités rabbiniques israéliennes avaient pour projet de condamner à mort Isaac Rabin avec comme accusation les lois de la Torah et le Talmud. Malgré des preuves tangibles, les rabbins concernés ne seront jamais inquiétés et encore pire, Yoel Ben-Nun, menacé de mort, sera même contraint de fuir le pays après avoir fait ces révélations. Et bien que Netanyahou soit innocenté, une partie de la population le considère comme principal coupable dans la montée de la haine envers Yitzhak Rabin qui a motivé son crime. L'élection du Likoud, parti d'extrême droite révisionniste, avec à sa tête Benjamin Netanyahou, freine considérablement les espoirs de paix dans la région. Ils sont farouchement opposés aux accords d'Oslo. Sous sa direction, les retraits de Gaza ralentissent et pire, il autorise l'expansion des colonies illégales en Cisjordanie. Les colons israéliens deviennent alors plus nombreux et plus agressifs, maintenant qu'ils sont protégés par l'armée, voire même encouragés. Et le 28 septembre 2000, tout explose. Ariel Sharon, chef du Likoud, accompagné de 1000 policiers, se rend sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, qui plus est le 3e lieu saint de l'islam. C'est la provocation de trop pour les Palestiniens. Le lendemain, des manifestations pacifistes éclatent, pourtant, l'armée israélienne tire à balles réelles dans la foule. Des dizaines d'enfants palestiniens meurent, dont le petit Mohamed Al-Dura, tué dans les bras de son père. Mohamed a 12 ans. Son père tente de le protéger. Il fait des signes, mais une nouvelle rafale. Mohamed est mort et son père gravement blessé. Les images font le tour du monde et la colère explose. C'est le début de la seconde intifada. Gaza et la Cisjordanie s'embrasent, les lance-pierres, les casseroles d'eau bouillante et les cocktails Molotov d'un côté pour les fusils automatiques et les chars d'assaut de l'autre.
Tsahal réoccupe plusieurs villes palestiniennes et bombarde les civils. Le bilan est lourd, près de 4500 morts palestiniens pour plus de 1000 morts israéliens. Ça y est, le cycle de la vengeance est enclenché. Face au chaos, la Ligue arabe propose un plan. La reconnaissance de l'État d'Israël par les pays arabes contre un retrait total d'Israël des territoires occupés illégalement. Mais Sharon ne veut pas négocier et refuse tout dialogue. Au contraire, il envoie ses troupes conquérir la Cisjordanie. En représailles, plus de 130 attentats vont frapper Israël jusqu'à 2004, visant des bus, des restaurants ou des discothèques. La majorité sont revendiqués par le Hamas, souvent en réponse à des bombardements sur des civils ou des assassinats ciblés. L'attentat le plus choquant frappe pendant la fête de Pessa, avec 30 morts et 140 blessés civils israéliens. Suite à ce massacre, Sharon lance l'opération Rempart. Un mur de séparation atteignant les 8 mètres de haut entre Israël et la Cisjordanie. Officiellement pour empêcher les kamikazes de pénétrer Israël, mais en réalité, l'État juif en profite pour grignoter du terrain, car 85% du mur se trouve sur le territoire palestinien. L'ONU et la Cour internationale de justice condamne fermement le projet, mais sans réelles conséquences. Alors, comme pour apaiser les tensions, Sharon décide en 2005 de retirer les troupes israéliennes de Gaza et d'évacuer les colons. Pendant ce temps, la colonisation continue de plus belle en Cisjordanie. Mais ce retrait aurait pu être une victoire symbolique pour Yasser Arafat, un homme qui rêve depuis bien trop longtemps d'indépendance palestinienne. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il est mort 1 an plus tôt, dans des circonstances pour le moins douteuse. Il tombe subitement malade dans son QG à Ramallah avant d'être transféré en urgence à l'hôpital de Clamart en banlieue parisienne où il y meurt quelques semaines plus tard. Officiellement d'une cause naturelle selon les médecins, et l'histoire aurait pu en rester là. Mais heureusement, des experts suisses entament une nouvelle série de tests plus approfondis sur la dépouille de Yasser Arafat. Et ils y découvrent un taux élevé de polonium-210, un poison radioactif indétectable dans les examens classiques que réalisent les hôpitaux. 20 ans plus tard, aucune théorie n'a encore été prouvée, mais l'hypothèse la plus probable devient celle de l'empoisonnement par la nourriture. Israël semble le coupable idéal, mais nie formellement toute implication dans sa mort. Par la suite, Ariel Sharon a tout de même déclaré qu'il regrettait de ne pas s'être débarrassé de Yasser Arafat plus tôt. La seconde théorie serait une lutte interne dans le Fatah, une sorte de coup d'état de ses amis proches pour prendre les commandes. Et le principal suspect est Mahmoud Abbas, qui, comme vous le savez, prendra la suite du Fatah après la mort de Yasser Arafat. Quoi qu'il en soit, c'est un coup dur pour le Fatah qui va s'essouffler au détriment du Hamas qui lui gagne en influence dans la bande de Gaza. Et l'écart continue de se creuser. Le Fatah est modéré, il favorise le dialogue et la diplomatie. Mais sur le terrain, les Palestiniens souffrent. Les accords d'Oslo n'ont apporté aucun État, les colonies illégales continuent de s'étendre, la pauvreté, le chômage, l'humiliation quotidienne alimentent la colère. Le Hamas profite de la brèche et se nourrit de ce sentiment d'injustice pour gagner la confiance palestinienne malgré leurs discours radicaux. En 2006, des élections sont organisées dans les territoires palestiniens. Et contre toute attente, le Hamas remporte la majorité absolue haut la main. Mais le Fatah, historiquement en place dans la région, a du mal à accepter la défaite et conteste les résultats. Des affrontements sanglants éclatent en pleine rue entre le Hamas et le Fatah. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, les Palestiniens se déchirent maintenant entre eux. C'est la fracture totale. Gaza aux mains du Hamas, la Cisjordanie sous contrôle du Fatah. Et le Hamas est considéré comme une organisation terroriste en Occident. Israël joue alors sur cet argument pour imposer un blocus strict sur la bande de Gaza. Officiellement pour empêcher le Hamas de s'organiser, mais dans les faits, c'est toute la population civile qui est prise au piège. L'eau, l'électricité et les vivres sont rationnés, la pêche et l'aide humanitaire sont bloqués, ce qui s'apparente clairement à une punition collective interdite par le droit international. Le Hamas quant à lui s'endurcit et envoie régulièrement des roquettes. À partir de là, Israël applique la doctrine d'Aïa, un usage de la force disproportionnée, une stratégie de terreur qui passe par une force écrasante, des destructions massives pour dissuader toute attaque. La stratégie du chien enragé. En 2017, Israël devient un pays ethnocentrique, adoptant la loi de l'État-nation, affirmant que seuls les Juifs ont le droit à l'autodétermination. C'est-à-dire que les Juifs ont plus de droits et de privilèges que les non-Juifs. Une loi qui officialise le racisme et l'inégalité entre citoyens.
Et le reste de l'histoire est beaucoup plus connu. Le 7 octobre 2023, le Hamas lance une opération meurtrière, tuant plus de 1200 Israéliens et capturant des centaines d'otages. Israël réplique fermement avec une opération dévastatrice et 2 ans plus tard, le bilan est lourd, extrêmement lourd. Environ 80 000 morts palestiniens selon les dernières estimations, 90% de morts civiles, majoritairement des femmes et des enfants. Une famine imposée, un blocus total et un génocide en cours dans la bande de Gaza. Il s'agit là d'un désastre humanitaire sans précédent dans l'histoire de la région. Et à l'heure où j'écris ces lignes, le 10 octobre 2025, un cessez-le-feu fragile vient d'être signé entre Israël et Palestine. Pourtant, la paix me semble toujours très lointaine, voire même impossible. Israël s'est radicalisé avec un gouvernement où siègent homophobes, ultranationalistes, religieux extrêmes ou encore racistes radicaux qui encouragent ouvertement les colons violents en fermant les yeux. Le sionisme religieux et révisionniste du Likoud s'est implanté dans le pays, notamment avec la modification propagandiste des programmes scolaires afin d'inculquer aux plus jeunes l'importance pour les juifs d'habiter sur cette terre. Et près de 2/3 des Israéliens considèrent désormais les colonies illégales comme légitimes, soit pour des raisons religieuses, soit pour des raisons économiques. En effet, les colonies leur permettent de se loger ou d'acheter des biens immobiliers à bon prix, la bonne affaire. Et le cessez-le-feu n'aborde toujours pas les problèmes majeurs, à savoir la question de 700 000 colons illégaux israéliens en Cisjordanie, ainsi que les 5 millions de Gazaouis expulsés qui n'attendent que de retrouver leur maison en Palestine. Et de l'autre côté, le Hamas, branche armée des frères musulmans, persiste à maintenir le cycle de la vengeance. Avec des extrémistes de chaque côté, ça laisse peu de place pour la négociation et peu de chance pour espérer la paix.